La relation thérapeutique en médecine et en psychothérapie, Michel Delbrück, Carrefour des psychothérapies, édition de Bock. Chapitre 2. Le lien. Point 1. La notion du lien. Le lien caractérise le plus notre singularité d'être humain. Donc le lien caractérise le plus notre singularité d'être humain. On peut le définir comme l'attachement à une personne, une relation entre deux êtres. Ce lien, nous le percevons le plus facilement lorsqu'il est malmené ou absent, ou quand il submerge tout notre être, comme dans l'état amoureux. Le lien peut signifier attaché, lié ou entravé, donc empêcher d'être libre, alors qu'il peut suggérer une relation chaleureuse et la proximité d'un être cher. Ce lien peut être ténu, fragile, fort, solide, investi, ambigu, tenace, emprisonnant, complexe, etc. Il peut constituer un rapprochement de l'amitié et de l'amour, ou au contraire un rejet de l'animosité et de la haine. 1.1 1.1 Formation du lien. L'élaboration du premier lien débute très tôt, dans le sac amniotique, et parfois bien avant qu'il n'existe dans le désir ou le psychisme des parents. Le lien initial, par l'entremise du cordon ombilical et du premier contact avec le corps maternel, demeure prégnant. Cet état d'esprit d'acceptation possible d'un futur enfant, comme d'un futur patient, existe-t-il ou non chez le thérapeute ? Point d'interrogation. Donc cet état d'esprit d'acceptation possible d'un futur enfant comme d'un futur patient existe-t-il ou non chez le thérapeute ? Le patient potentiel est-il déjà accepté ou est-il vécu comme inopportun, potentiellement gênant ? Point d'interrogation. Cette relation primaire et fusionnelle à la mère crée le premier lien de chaleur humaine. Plus tard, avec la naissance et le développement physique et psychique, avec les sensations tactiles, les sons, les odeurs, les sourires, et ensuite avec les mots de tendresse et les mots d'un langage de plus en plus élaboré, va se créer en nous un prototype de lien. Balin parlera d'amour primaire et Racamier de séduction narcissique primaire. Une façon particulière d'établir des liens avec les autres humains découlera de ces premières expériences de contact avec notre environnement et avec les autres êtres humains. Ces modes premiers d'être au monde auront des répercussions considérables sur la qualité des liens ultérieurs, car ils sont imprégnés de ces expériences originelles. L'ouverture à ce type de questionnement aura également des répercussions sur notre mode de prise en charge des patients en tant que thérapeute médecin ou psychothérapeute, souvent même avant que ne débute l'essentiel de la relation thérapeutique médicale. Les travaux de Ruela Frank, Gestalt thérapeute américaine, à propos des expériences primaires de découverte du monde et sur leurs répercussions dans notre mode d'appréhension globale de notre univers relationnel sont très utiles à ce propos. Donc les travaux de Ruela Frank, Gestalt thérapeute américaine, à propos des expériences primaires de découverte du monde et sur leurs répercussions dans notre mode d'appréhension globale de notre univers relationnel sont très utiles à ce propos. Sortir de cet état d'indifférenciation somatopsychique va consister à percevoir peu à peu la frontière entre soi et l'autre, entre l'intérieur et l'extérieur de soi, entre le monde réel et le monde imaginaire. Un certain nombre de nos patients, qu'ils consultent ou non en psychothérapie, vont manifester d'importantes difficultés à pouvoir se séparer de leurs soignants. En médecine comme en psychothérapie, nous allons observer des états d'extrême dépendance psychique et ou physique, des transferts massifs d'emblée, de l'érotomanie,
des états pré-psychotiques, ou à l'inverse, un rejet inexpliqué, une incapacité totale d'investissement psycho-affectif, un positionnement schizoparanoïde profondément enraciné. Le soignant de première ligne, comme celui qui va se spécialiser dans la prise en charge de ce type de problématique, sera confronté à ces questions. Accepter notre solitude comme une contrainte existentielle va résulter de la même démarche de reconnaissance de nos propres besoins et de nos propres désirs, et de façon plus générale, d'assumer notre destin individuel. Notre positionnement éthique ne pourra pas se placer de manière univoque devant chacun de nos patients. Les morales du respect de type kantien et cartésien, qui souhaitent autonomie de la volonté, réciprocité, reconnaissance et maintien de la distance, devront nécessairement dans ces cas-là s'assouplir et se laisser influencer par les morales de sollicitude ou altérité. Différence et vulnérabilité apporteront prévenance, bienveillance et indulgence. Balin nous enseigne qu'il y a une psychanalyse par patient. Ce n'est pas au patient de s'adapter nécessairement à la méthodologie du thérapeute, mais au soignant à trouver ce qui va convenir et solutionner au mieux la problématique du patient. La différence essentielle entre traitement et soin concerne l'engagement affectif de celui qui le prodigue, comme le suggère la locution « prendre soin de quelqu'un ». Pour Claude Janin, diverses conceptions peuvent nous aider à concevoir le lien thérapeutique. Nous pouvons imaginer une posture thérapeutique se nourrissant des aspects les plus positifs de chaque position. Selon la position winnicottienne, les concepts de suffisamment bonne mère, de mère naturelle compétente et de mère ordinaire normalement dévouée orientent le soin dans une compréhension particulièrement non totalitaire et non hyper-exigeante. Selon la position de type Ferenczi, l'analyste se trouve exclusivement en position maternelle, identifié à une mère exclusivement centrée sur son bébé, ayant forclos la censure de l'amant, donc sans position tiercisante, c'est-à-dire sans la présence d'un tiers, habituellement le père, qui vient s'interposer entre la mère et l'enfant. La fonction du père et du cadre thérapeutique auront pour fonction de tierciser la symbiose mère-enfant versus thérapeute-patient. Selon la position freudienne, où l'analyste, tel un psychanalyste chirurgien, isole le transfert pour le faire apparaître dans le champ opératoire, représenté par le cadre dans un projet scientifique quasi expérimental. 1.2 Évolution diverse du lien. Si la période de fusion dure trop longtemps, donc si la période de fusion, entre parenthèses, de narcissisme primaire, de séduction narcissique primaire, d'adhésivité selon les auteurs, dure trop longtemps, l'enfant va se trouver dans l'incapacité d'expérimenter la frustration de l'absence. Il risque de développer un prototype de lien marqué par une dépendance à l'autre et une emprise possible de l'autre sur lui. Dans ces cas de figure, le patient fuit les situations fusionnelles, même si elles sont agréables, ou les recherche de manière irrépressible. Nous aurons des dépendances addictives à l'alcool, à la drogue, ou à des comportements comme des achats compulsifs, de la dépendance affective, des relations sexuelles compulsives, de la cyberdépendance, etc., ou des comportements de contrôle comme des troubles alimentaires ou des TOC. 1.3 Rôle du lien. Le caractère constant et nourricier apparaît indispensable pour assurer sa pérennité et ses rôles de sécurité et de protection. Ce lien premier avec la mère et le père va également apporter de l'amour. Cet amour originaire va définitivement marquer notre enfant intérieur de son empreinte, suffisamment ou insuffisamment chaleureuse,
et ce, pour chacun d'entre nous. Toute la présence symbiotique maternelle va connoter et imprégner très fortement notre être. Il en sera de même au niveau de la symbolique paternelle. La sécurité, l'ouverture vers l'autre et vers le monde extérieur seront son apanage. L'acquisition de l'autonomie, de la débrouillardise et l'investissement des personnes extérieures à la relation parentale seront permis et même suscités. L'investissement affectif et social se joue à ce niveau. Les choix du type de prise en charge thérapeutique, individuelle, groupale, psychanalytique, comportementaliste, se décideront en fonction de ces critères d'acquisition ou non. L'apprentissage de l'autonomie se fera régulièrement à travers la satisfaction et la frustration d'une multitude de besoins de nourriture, de chaleur, de protection, de besoins affectifs, et, au fur et à mesure du développement de l'enfant, des besoins plus élaborés comme l'éducation, la découverte du monde et de la sexualité, et sa progressive socialisation. L'investissement dans d'autres activités ou centres d'intérêt ne sera possible que si le bébé a pu acquérir cette autonomie affective, cette prise de distance affective suffisante avec la mère pour investir d'autres liens. Certains patients restent en deçà de cette autonomie et investissent massivement le lien thérapeutique, au point de ne pouvoir s'en passer et de ne tolérer aucune imperfection. Cela pourrait se manifester lorsque le patient ne supporte pas un médicament prescrit ou lorsque le thérapeute est en retard ou fatigué. Point 2. Créer, maintenir, préserver, consolider le lien. Comment ces étapes de la création du lien vont-elles se répéter ou se rejouer dans la prise en charge du patient, tant en médecine qu'en psychothérapie ou en psychanalyse? Comment le médecin, à travers une consultation organique courante, pourra-t-il décoder derrière le symptôme l'éventuelle problématique psychique, relationnelle ou intersubjective? 2.1. Créer du lien. Nous allons développer dans le chapitre 4 comment instaurer une bonne relation thérapeutique, c'est-à-dire comment instaurer un lien suffisamment solide avec le patient, tant en médecine qu'en psychothérapie. Tout dépend du système d'attachement que les deux partenaires de la relation de soins ont vécu, tant du point de vue du soignant que de celui du patient, et ce, dès les 6 premiers mois de leur vie. Nous verrons que les capacités de créer un lien thérapeutique ou de le recevoir dépendent en grande partie des premiers investissements relationnels avec les figures d'attachement, dès le plus jeune âge. Cela nous écarte de la position médicale habituelle, où le patient a le problème et le médecin ou le psychothérapeute possède le savoir. Nous parlons donc de relations entre deux êtres dont l'un a juste un savoir et un savoir-faire pour un temps particulier de l'entretien. Donc nous parlons donc de relations entre deux êtres dont l'un a juste, entre guillemets, un savoir et, entre guillemets, un savoir-faire pour un temps particulier de l'entretien. 2.2. Maintenir le lien. Avoir la capacité de maintenir un lien au-delà du moment présent, avec la figure d'attachement du nourrisson ou de la consultation, dépend beaucoup de l'apprentissage que l'enfant a eu à fantasmer ce lien malgré l'absence du parent. Le patient a-t-il intégré la constance du lien? A-t-il vécu la réelle capacité de présence de son parent, de sa capacité à juste être là présent? Certains de nos patients ne possèdent pas cette capacité à maintenir le lien au-delà de la présence, lors de l'entretien ou de la consultation. « Ah, docteur, vous vous souvenez de moi ?» Le psychothérapeute aura à faire des liens constants entre les séances et rappeler au patient étonné qu'il se souvient de ce qu'il lui a partagé il y a quelques mois.
2.3 Préserver le lien. Préserver le lien thérapeutique va parfois consister à aider le patient à découvrir et à se préserver des agressions extérieures qu'il a vécues ou vit encore actuellement dans sa vie. Entre parenthèses, harcèlement, perversion, manipulation. Comment le thérapeute médecin ou psychothérapeute va-t-il l'aider à reconnaître des relations toxiques qu'il entretient encore ? Comment ces modèles vont-ils se rejouer dans la relation thérapeutique ? Préserver le lien va également consister à aider le patient à se protéger des agressions internes. Angoisse envahissante, agonie psychique, climat d'hyperanxiété familiale, envahissant le psychisme de l'individu lui-même, de ses parents, des thérapeutes. Donc préserver le lien va également consister à aider le patient à se protéger des agressions internes. Agressions internes qui peuvent être des angoisses envahissantes, des agonies psychiques, un climat d'hyperanxiété familiale envahissant le psychisme de l'individu lui-même, de ses parents, des thérapeutes. Le soignant aura aussi à maintenir la fonction de mémoire de la mère, c'est-à-dire à faire des liens entre les consultations, les épisodes maladifs, donc à faire des liens entre les consultations, les épisodes maladifs, à créer une ligne rouge, un continuum de pensée, d'affects reliant les événements les uns aux autres. C'est le rôle de la relation herméneutique. Le thérapeute relie toutes les parts de l'individu à lui-même et contient les éléments dispersés anxiogènes que l'individu éparpille pour ne pas en souffrir. Cette fonction alpha du soignant consiste à métaboliser et à contenir tous ces éléments et à inviter son patient à trouver un éventuel sens ou une continuité dans son histoire. En attendant que son patient soit capable d'appréhender et de métaboliser ces éléments, le thérapeute prendra sur lui, dans son havre-sac, ces parts douloureuses, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de les porter seul, en partie ou jamais dans certains cas. 2.4 Consolider le lien. Consolider le lien thérapeutique comporte les mêmes difficultés que dans toutes les relations humaines. Nous traversons avec notre patientèle des désaccords, des divergences de vues et des malentendus. Parfois, nous sommes confrontés à des passages à l'acte, des agressions, des situations conflictuelles entre soignants et soignés. La différence, c'est que nous sommes supposés savoir subodorer la souffrance derrière ces passages à l'acte et ces agressions. La juste distance, les supervisions et les séminaires de cas cliniques vont nous aider à prendre du recul et à proposer un dialogue, une réflexion avec ces patients. C'est aux parents et aux soignants à absorber la fragilité et la solidité du lien et non l'inverse. Le soignant peut, jusqu'à une certaine limite, intégrer dans un espace de compréhension plus large sa relation avec ses patients, au-delà des vicissitudes, des ruptures, des explications et des réconciliations. Les groupes Balin seront là pour explorer ce type de difficultés. 2.5 Incapacité à créer du lien. Certaines personnes éprouvent une incapacité à entrer en relation avec l'autre. Elles ne l'investissent pas, parce qu'elles n'ont, sans doute, pas été suffisamment investies elles-mêmes ou ont été mal investies. L'investissement que leur manifeste leur médecin ou leur thérapeute les renverse et les déconcerte parfois. Dans certains cas, elles se bloquent et le soignant se heurte à un mur infranchissable. Leur cœur, leur psychisme et leur corps sont fermés. Le thérapeute devra faire preuve de patience et d'ouverture de cœur pour aider à soulager cette souffrance indicible que présentent ces patients. Nous rencontrerons ces cas de figure avec certains patients psychosomatiques ou bien avec des patients en burn-out. Inversement, nous aurons parfois certains soignants médecins et ou thérapeutes qui éprouvent de réelles difficultés à créer du lien avec leurs patients. Ceux-ci en souffrent et parfois ne savent pas pourquoi cela ne fonctionne pas avec leurs soignants, alors que sur le plan intellectuel et technique, ils n'ont rien à leur reprocher.
La théorie de l'attachement va permettre aux soignants une meilleure compréhension, une tolérance et une acceptation de ce que certains ont appelé résistance du patient, d'autres mécanismes d'évitement. Il ne s'agirait sans doute que de moyens de protection. Certains types de liens conflictuels sont susceptibles de créer des conflits dans la relation de soins. Point 3. Liens conflictuels dans la relation de soins. Nous abordons certains types de liens conflictuels au sein de la relation thérapeutique pour ensuite traiter d'autres types de liens au point 4. 3.1. Lien d'emprise ou pervers. Le lien d'emprise se définit comme un lien pervers. Souvent attaché à une expérience d'amour conditionnel, l'individu s'est vu être utilisé comme un objet potentiel que l'autre pouvait manipuler à des fins de jouissance personnelle. Les situations d'inceste ou de climat incestuel résultent de ce manque de distance corporelle et affective, de frontières non clairement établies, de distances intergénérationnelles abolies, de maintien inadéquat de liens fusionnels, par exemple entre une mère et son fils, etc. Le lien d'emprise résulte du maintien de résidus de cet univers archaïque indifférencié, dans lequel la mère et l'enfant ont été en symbiose totale, ininterrompue, où toute limite était annihilée et colorée par la sexualité. 3.2. Lien amoureux. L'investissement d'un premier objet d'amour fait se remémorer les premiers objets d'amour de l'enfant. Le lien amoureux se veut particulier, en ce sens qu'il s'investit massivement. Comme dans l'état amoureux, où le psychisme de la personne amoureuse est omnibulé par la dimension fantasmatique de son amour, le clinicien peut être confronté dans sa pratique à ce type de lien dont le patient ou le thérapeute peut difficilement se dépêtrer. Nous analyserons ces cas de figure, en particulier dans un ouvrage sur la libido dans la relation de soins. Agent de renarcissisation, le lien amoureux, s'il est trop surinvesti, pourrait engendrer une certaine omnipotence, tant chez le soignant que chez le patient. La personne amoureuse ne peut plus envisager que l'objet de son amour. Cette situation peut se rejouer dans la relation thérapeutique. L'objet d'amour, comme on peut le vérifier dans le monde réel, occupe toute la place. Le patient ou le soignant amoureux ne voit plus que son objet d'amour. Il existe en effet, dans le langage parlé, un foisonnement de mots qui tous soulignent le fantasme de partage d'un même corps physique. Je l'ai dans la peau, il est la chair de ma chair, ma douce moitié, cette séparation est un réel arrachement pour moi, etc. À l'instar du syndrome du membre fantôme, qui, même amputé, continue à exister dans les représentations du sujet au point que celui-ci tombe lorsqu'il tente de s'y appuyer. Point. Donc, à l'instar du syndrome du membre fantôme, qui, même amputé, continue à exister dans les représentations du sujet au point que celui-ci tombe lorsqu'il tente de s'y appuyer. Rendre compte de l'aspect prégnant de ce lien indispensable à la construction du moi pourrait parfois expliquer cette quête incessante qui va envahir tout le champ s'il vient à manquer. Parfois, les frontières et les espaces sont malmenés au point que l'identité de la personne est mise en question. A contrario, les moments d'intimité représentent des instants de régression normale. L'alchimie de la rencontre consiste à avoir l'illusion, notamment dans le cadre de l'état amoureux, que l'autre va combler le manque inhérent à notre condition humaine. Quel que soit notre type de pratique, médecin généraliste, médecin spécialiste, paramédical, psychothérapeute, psychanalyste, nous sommes confrontés à cette quête incessante avec plus ou moins de bonheur ou de conscience de la part de nous-mêmes et de celle de nos patients.
Dans la plupart des cas, cette découverte est rendue pénible dès notre plus jeune âge ou dès notre premier chagrin d'amour. Pour d'autres patients, il restera intolérable de pouvoir l'envisager. Ces patients n'en ont pas la moindre idée et ne peuvent matériellement ou psychiquement y accéder. Nous allons devenir pour des années, dans le transfert, porteurs de l'injustice du monde, du symbole de l'inégalité des classes, réduits aux distributeurs de bons médicaments, soulageant la douleur physique ou psychique, ou d'autres maux passagers ou chroniques à jamais inguérissables. Et pourtant, là se cristallise cette fonction, car tel a été notre désir de soignant, du moins à une époque. Par ailleurs, nous gardons le droit à notre non-désir de soigner ou de ne plus soigner, car chaque soignant pourrait vivre une fatigue de compassion. L'investissement d'un objet d'amour fait résonner le souvenir des premiers objets d'amour. Dans ce cas, l'histoire du premier investissement se répète. L'objet investi ressent, si l'investissement est suffisant, des sentiments similaires à ceux éprouvés lors de la première expérience relationnelle avec sa mère. Si cette relation n'a pas été adéquate, il peut être difficile d'investir cette personne. Cette dernière sera dans l'ambivalence, car cela aura tendance à réactiver transférentiellement des souvenirs douloureux, en même temps qu'un sentiment agréable et réparateur d'être aimé. On est ici dans l'ambivalence, avec un penchant prioritaire dans un sens ou dans un autre, selon la qualité de l'expérience primaire ou selon la sévérité du traumatisme. Le premier sentiment peut l'emporter et provoquer un comportement négatif de rejet ou de retrait. Certains patients tenteront d'entretenir un fonctionnement de type fusionnel au sein de la relation thérapeutique. Ils voudront conserver l'aspect indifférencié de la dépendance. Parfois même, ils rechercheront une relation essentiellement basée sur la sensation ou une relation paradoxale, tantôt proche, tantôt distante, et sur un mode clos et un vécu confusionnel. Le thérapeute médecin ou psychothérapeute aura à décoder, peu à peu, les attentes et les demandes souvent inconscientes de ses patients. Ne pas les percevoir expose le soignant et le patient à de graves malentendus. La capacité du patient à fantasmer le soignant pendant son absence permet de maintenir la continuité de sa présence, du lien d'une manière. Alors, la capacité du patient à fantasmer le soignant pendant son absence permet de maintenir la continuité de sa présence, du lien d'une manière hallucinatoire. Donc, à conserver le lien d'une manière hallucinatoire. Comme s'il était là. En l'absence de cette capacité, il faudrait recommencer la création du lien à chaque rencontre, pour autant que le désir ou la pulsion d'aller vers l'autre soit présent. Les mouvements pulsionnels donnent-ils l'impulsion pour créer le lien ? Point d'interrogation. Les mouvements pulsionnels donnent-ils l'impulsion pour créer le lien ? Point d'interrogation. Est-ce la pulsion, la poussée constante, comme dirait Freud, qui entraîne la constitution du lien tout au long du processus, ou sont-ce d'autres processus psychiques qui prennent le relais, ou les liens d'attachement, de sécurité, de constance, etc. Point d'interrogation. Une des fonctions du thérapeute médecin ou psychothérapeute sera d'avoir à la conscience la liaison entre les consultations médicales ou les entretiens psychothérapeutiques successifs. Donc une des fonctions du thérapeute, médecin ou psychothérapeute sera d'avoir à la conscience la liaison entre les consultations médicales ou les entretiens psychothérapeutiques successifs. Il arrive en effet aux soignants de se remémorer et ou de repenser aux patients, comme les parents le font très régulièrement, et jusqu'à ce que l'enfant, et plus tard le patient adulte, puisse intégrer la constance et la solidité du lien parental ou thérapeutique. Dans ces cas de figure, la question pour le thérapeute sera de se demander comment s'est passée l'histoire des premiers investissements. Si le premier investissement parental n'a pas été adéquat, la présence du thérapeute va difficilement être investie.
Le patient ressent vite s'il est ou non suffisamment investi par son soignant. L'histoire du premier investissement se répète dans l'espace thérapeutique. S'il est suffisamment investi, il revivra des sentiments similaires à ceux éprouvés lors de sa prime expérience relationnelle avec sa mère. Des souvenirs douloureux seront transférentiellement réactivés et si le patient est investi, un sentiment agréable et réparateur d'être aimé naîtra. Dans le cas contraire, un comportement négatif de rejet ou de retrait apparaîtra, car le patient réactive dans le transfert des affects douloureux négatifs sous forme de sentiments d'échec ou de rejet massif ou partiel au sein de la relation de soins. Au thérapeute averti d'essayer d'en décoder le sens. Les accidents de cadre, entre guillemets, représentent la manière dont le patient vit ses relations d'abandon ou de solitude. Il n'a d'autre manière de l'exprimer que par des fâcheries, des retards, des retraits incompréhensibles, des fermetures, du surinvestissement, de la dépendance extrême, etc. Peu à peu, la capacité qu'aura le patient de fantasmer l'absence ou l'imperfection de son soignant lui permettra de concevoir la possibilité d'un lien stable dans le temps et le maintien d'une continuité du lien d'attachement. Quoi qu'il en soit, devant ces problématiques de rejet ou de surinvestissement affectif, des supervisions chez un professionnel averti, compétent et chaleureux permettront de se dégager de ces situations délicates. 3.3 Lien de dépendance. La question de la dépendance est un thème particulièrement fréquent dans la relation thérapeutique, tant en médecine qu'en psychothérapie. La dépendance est un sentiment de manque puissant, un besoin douloureux qu'il est nécessaire d'assouvir. Ce manque, nous allons le retrouver dans nos relations avec nos patients. Généralement, ils tentent de le combler ailleurs, dans la dépendance à la drogue, à l'alcool, ou au sein de relations de dépendance affective sévères, de pathologies amoureuses, d'érotomanie. Ces personnes souffrent beaucoup et sont confrontées à cet état de manque au sein de la relation avec leurs soignants. Il sera donc essentiel de découvrir avec le patient les raisons profondes de cette dépendance excessive. La plupart du temps, ces raisons sont inconscientes. Les relations amoureuses mettent souvent en évidence ces manques fondamentaux. Balin en parle dans son ouvrage « Le défaut fondamental », en anglais « Basic Default », que nous traduirions plutôt par « manque fondamental ». Le thérapeute aura à la conscience l'importance de ce vide et comprendra mieux ses avidités de relation. Certains patients veulent nous voir ou nous téléphoner avec insistance pour de petits problèmes ou pour obtenir des réponses que nous avons déjà données à plusieurs reprises. Accepter que ces enjeux se réactivent avec le soignant sera un premier pas pour le thérapeute en médecine comme en psychothérapie. Et nous savons que parfois, cette peur de perdre se manifeste par de l'agressivité, de la colère, du rejet ou des injures. Parfois, des pathologies de l'ego ou des avidités financières ou narcissiques dissimulent ces mêmes manques. Il est légitime pour ces patients de vouloir se débarrasser de ces souffrances. À nous, thérapeutes, d'en comprendre les enjeux et les manifestations bizarres, entre guillemets, inconscientes chez nos patients. Comme Georges qui se fâche contre son médecin traitant en lui disant « Vous avez envie de me tuer », alors qu'il a présenté des effets secondaires aux anti-inflammatoires prescrits. Une première étape sera d'accepter que le patient soit dépendant de nous, thérapeutes, du moins dans un premier temps, et de lui faire prendre conscience des déficits affectifs, des pathologies d'attachement, des maltraitances, etc., à l'origine de ces manques fondamentaux. Les soignants ne sont évidemment pas indemnes de ces problématiques de manque. La conjonction des manques du patient et du thérapeute peut éclore parfois dangereusement au sein de la relation thérapeutique, sous forme d'amour-haine,
de sentiments amoureux ou de relations de soumission et de dépendance très pathologiques. Or, les relations amoureuses se contentent de mettre en lumière les manques et les souffrances présents chez le patient. Plutôt que d'accepter de les examiner et de les régler, certains préféreront de manière plus ou moins inconsciente les nier et ou les éviter. Pour le patient, le thérapeute devient alors à la fois le bol d'air, l'équilibre, la raison de son bonheur, et en même temps son pire ennemi et la raison de ses souffrances, s'il n'obtempère pas à ses demandes. La dépendance crée cet attachement, que l'on confond avec l'amour. La différence est importante et seule une introspection peut faire émerger cette distinction. Pour Eckhart Tolle, la dépendance est motivée par la peur et non par l'amour. Seules les expériences vécues en thérapie et dans la vie permettront de vérifier si ces relations sont motivées par l'affection, l'amour ou par la dépendance. Entre parenthèses, besoin de combler un vide, un manque, une solitude, etc. Fermez la parenthèse, point. Eckhart Tolle ajoute « Toute dépendance naît d'un refus inconscient à faire face à sa propre souffrance et à la vivre. Si dans vos relations, vous connaissez aussi bien l'amour que son opposé, c'est-à-dire l'hostilité, la violence émotionnelle, etc., il est alors fort probable que vous confondiez amour et attachement de l'ego, amour et dépendance affective. Il est impossible que vous aimiez votre partenaire à un moment et l'agressiez l'instant d'après. Donc il est impossible d'aimer à un certain moment et de haïr le moment d'après, car dans ce cas, ce n'est pas de l'amour. Dans le cas d'une relation éclairée, chacun est responsable émotionnellement de soi-même. Aucun des protagonistes de la relation thérapeutique ne cherche à combler le vide de l'autre ou à compenser ou combler son propre vide. Le thérapeute et le patient dépendent l'un de l'autre, mais il s'agit alors d'une interdépendance saine où chacun trouve son compte et contribue à la relation créée ensemble. Ce type de relation sera possible avec des patients névrotiques et risque d'être plus chaotique avec des patients borderline ou pré-psychotiques. Point 4. Autre modalité de lien dans la relation de soins. Outre les liens conflictuels d'emprise, amoureux et de dépendance, le lien thérapeutique peut revêtir plusieurs autres aspects. Il peut s'agir de liens de type affectif, comme un lien de saine dépendance, d'attachement ou d'interdépendance, parentale, de dépendance affective ou fusionnelle adhésive symbiotique, ou de liens de type social, comme un lien d'appartenance, d'intégration sociale, de filiation, d'égalité, de participation, de citoyenneté. 4.1. Lien de type affectif. 4.1.1. Lien de saine dépendance. Nous avons tous des besoins naturels de nous confier, de confier nos soucis, nos préoccupations, nos besoins à un autre, ici à un interlocuteur de santé, médecin ou psychothérapeute. Ce type de dépendance s'avère utile dans une relation de confiance avec le médecin et dans un premier temps dans une relation psychothérapeutique. 4.1.2. Lien d'attachement. Avoir eu une relation stable, continue, constante dans la qualité du lien et dans l'efficacité et l'empathie lors des réponses données aux besoins exprimés est indispensable pour acquérir un lien d'attachement solide. Dans ce cadre, les patients auront un mode d'interaction de type sécure et l'attachement et la qualité de relation seront adéquats et harmonieux. Dans certains cas, lorsque les modèles internes opérants du patient sont de type anxieux évitant ou de type anxieux ambivalent, ces relations seront moins aisées. Nous serons confrontés à des modèles internes opérants de type anxieux désorganisé chez les patients pré-psychotiques, borderline, psychopathiques, caractériels, traumatisés très précocement au niveau psychique et physique,
entre parenthèses, abandon, maltraitance, abus, etc. La compréhension des théories de l'attachement va nous rendre plus ouverts et tolérants vis-à-vis de ces difficultés de communication. Nous aurons à revisiter nos relations transférentielles et contre-transférentielles à la lumière de celles-ci. 4.1.3 Liens d'interdépendance. Nous trouvons ces liens d'interdépendance dans les relations de type névrotique ou égalitaire, où chacun donne et reçoit, où les interprétations de l'un et de l'autre sont prises et interprétées au niveau et avec l'intention où elles ont été émises. Donc nous trouvons ces liens d'interdépendance dans les relations de type névrotique, où chacun donne et reçoit, où les interprétations de l'un et de l'autre sont prises et interprétées au niveau et avec l'intention où elles ont été émises. Ce type de relation est basé sur une réciprocité, une égalité et sur un sentiment d'estime mutuelle, même si une asymétrie de la relation est présente. 4.1.4 Lien de type parental. Il s'agit d'un lien qui nécessite soutien, affectivité et légère soumission à une autorité qui saurait mieux que soi. Dans les cas où la question des règles et d'une saine autorité parentale a manqué, le passage par un lien parental à la fois nourricier et normatif ou cadrant sera indispensable. Certains patients se placent d'emblée dans cette position basse de l'enfant, adapté, soumis à l'autorité parentale. L'autre versant sera de se placer face aux parents, aux soignants, dans la position de l'enfant rebelle. Ce lien de type parental entraîne à la fois une facette de sollicitude et une autre plus contrôlante et en retrait. 4.1.5 Lien de dépendance affective, entre parenthèses, ou fusionnel, adhésive, symbiotique, fermez la parenthèse. Donc lien de dépendance affective ou fusionnel, adhésif, symbiotique. Fusionnel / adhésif / symbiotique. Dans les situations de régression thérapeutique, le patient peut retraverser temporairement ces moments de totale dépendance à l'autre, comme dans les premiers stades de la psychogenèse. Après revisitation de ces stades en psychothérapie, il s'agira de résoudre ces aspects archaïques non résolus à l'époque. La persistance de cet état de dépendance affective extrême est de l'ordre de la pathologie. Parfois, il persiste une régression au stade d'adhésivité uniquement dans les relations affectives ou amoureuses, alors que la personne, sur les plans cognitifs, intellectuels ou professionnels, peut être parfaitement intégrée et efficace. Dans d'autres cas, comme chez les personnalités borderline, ou en cas de maltraitance et abus répétés dans l'enfance, etc., ces personnes continueront à se positionner dans ce type de lien. Au thérapeute à le percevoir, le comprendre et créer si possible un climat de sécurité et de réponse saine à ses besoins de base, afin que la personne puisse enfin connaître de saines relations avec son soignant dans un premier temps et avec un nouvel environnement affectif par la suite. Ce type de lien entraîne une abolition des frontières et des espaces d'individuation. Le soignant sera particulièrement attentif à respecter et faire respecter sa bulle psychique. Dans certains cas, des mécanismes inconscients d'identification projective pathologique et ou intrusive pourraient mettre à mal certains médecins ou psychothérapeutiques. Là, il y a une faute. Donc, dans certains cas, des mécanismes inconscients d'identification projective pathologique et ou intrusive pourraient mettre à mal certains médecins ou psychothérapeutes mal avertis, mal formés ou trop crédules. 4.2 Lien de type social. 4.2.1 Lien d'appartenance. L'appartenance à une culture, une langue, un territoire, un milieu social est un facteur essentiel et à une bonne intégration sociale. Donc l'appartenance à une culture, une langue, un territoire, un milieu social est un facteur essentiel à une bonne intégration sociale.
En consultation, et même en psychothérapie, nous verrons émerger ces problématiques avec nos patients immigrés, de première, de seconde et de troisième génération. L'analyse des rêves nous apportera parfois des informations de psychogénéalogie que le patient ignore sur le plan conscient. 4.2.2 Lien d'intégration sociale. Chez nos patients immigrés ou de culture et de religion plus minoritaires, les questions d'intégration sociale vont émerger au sein de la consultation. Il en sera de même dans les situations de divorce, de deuil, d'abandon, de mésentente conjugale ou familiale. L'isolement social va souvent de pair avec l'isolement psycho-affectif. Les questions de solidarité et de reconnaissance affective, sociale, financière, seront à aborder avec ces patients. Une bonne relation avec leurs soignants leur permettra d'envisager des ébauches de réinsertion sociale. 4.2.3 Lien de filiation. Outre les questions d'ontogenèse qui seront abordées au sein de la relation thérapeutique, celles de la phylogenèse le seront à un moment du cheminement thérapeutique. De qui suis-je le fils ou la fille? Suis-je légitime? Comment le soignant, lorsqu'il n'y a jamais ou quasiment jamais eu de père ou de mère, va-t-il accepter inconsciemment, et mieux consciemment, d'endosser cette fonction parentale, ne fût-ce que pour un moment, le temps d'une reconstruction psychique. 4.2.4 Lien d'égalité. Défendre l'individualité, sinon l'individuation, au niveau sociétaire, entraîne une approche positive et égalitaire. Chacun a le droit de se développer et d'être unique au sein de la société. Cela nécessite de la part du médecin et du thérapeute un positionnement philosophique qui adhère avec cette conception. Il en va de même pour la question de l'autonomie et de la réciprocité. Suis-je dans un lien de domination avec mon patient? Le patient et le soignant peuvent-ils développer chacun leur puissance personnelle? La puissance étant la capacité de se gérer soi. Le pouvoir, celle de se gérer et de gérer un groupe. La domination consiste à asservir l'autre à soi. 4.2.5 Lien de participation. Participer à la vie active de la société, être intégré parmi ses pairs au sein des sociétés professionnelles ou privées dans son domaine de compétences, rencontrer des amis, participer aux réseaux sociaux, aux clubs de sport, seront des soucis que nos patients vont aborder. Être reconnu dans son milieu professionnel pour la qualité. Donc, avant que le téléphone sonne, être reconnu dans son milieu professionnel pour la qualité et la compétence de son travail restera essentiel. De même que son intégration dans un plan de carrière et dans une possibilité d'évolution au sein de la société civile et de l'entreprise. 4.2.6 Lien de citoyenneté. La notion d'être citoyen d'un pays n'apparaît en consultation que lorsqu'il y a absence de cette citoyenneté. C'est le cas bien entendu dans un contexte de déchéance des droits chez une personne condamnée. Mais, encore une fois, les situations d'immigration, d'exil ou d'emprisonnement amènent les questions de reconnaissance sociale des personnes. Les demandes de protection juridique, de droit aux soins, la vulnérabilité de ces personnes à l'égard des institutions et de tout l'appareil social, administratif et judiciaire seront abordées en consultation. Beaucoup de nos interventions seront de niveau psychoéducatif, avant même de songer à des explorations psychogénéalogiques et ou psychanalytiques. La distance affective est le résultat de la projection d'une expérience intrapsychique de distance affective et émotionnelle. Donc c'est avec cette phrase que se termine le chapitre sur le lien. La distance affective est le résultat de la projection d'une expérience intrapsychique de distance affective et émotionnelle. Fin de la lecture du chapitre 2, le lien.